L'histoire commence avec un jeune homme qui réfléchit au fait que chacun a ses propres talents spéciaux. Certaines personnes ont des capacités artistiques, comme dessiner des images réalistes, tandis que d'autres possèdent une beauté physique ou une aura attrayante, même si elles ne correspondent pas aux standards traditionnels de beauté. L'histoire bascule ensuite vers le jeune homme sur son lieu de travail, où un collègue l'invitait à une fête. Il refuse poliment, mentionnant qu'il a du travail à faire. Une autre personne remarque qu'il est toujours ponctuel et dévoué à son emploi. Plus tard, en rentrant chez lui, il exprime son désir d'obtenir une promotion. Le protagoniste est un individu travailleur qui accorde de l'importance à la ponctualité et préfère accomplir ses tâches à temps, ce qui lui permet de rentrer tôt chez lui. Il aime cuisiner, mais saute souvent des repas avant de se coucher, impatient de plonger dans un monde de rêve. Dans ce rêve, qu'il visite depuis son enfance, il se trouve dans un lieu magique rempli de combats à l'épée et d'aventures excitants. Dans ce monde onirique, il se sent plus jeune et plein de vie, rencontrant des créatures étranges et vivant des expériences palpitantes. Bien que certaines situations soient dangereuses, il ressent une profonde connexion avec ce monde de rêve, qui lui apporte joie et émerveillement. Se sentant rajeuni, le personnage principal regarde son reflet dans l'eau et est surpris par son apparence enfantine. Soudain, une fille, qui s'avère être une elfe, le salue. Le garçon, nommé Kazuhiro, un nom qu'il a choisi accidentellement lorsqu'il était enfant à cause d'une faute d'orthographe, partage sa surprise. La fille, Marie, lui dit que ce monde est rempli de fées et qu'il pourrait ne pas être un endroit pour lui. Cependant, lorsque Kazuhiro lui offre son déjeuner et propose une aventure, elle refuse d'abord, mais finit par accepter après quelques encouragements. Kazuhiro et Marie explorent un manoir vieux de plusieurs siècles. Kazuhiro est rempli d'excitation en admirant son apparence magique. Cependant, Marie lui demande de faire moins de bruit. À l'intérieur, le lieu est sombre, alors Marie utilise ses pouvoirs magiques pour éclairer l'espace. Kazuhiro, impressionné par l'histoire du manoir, suppose qu'il a été construit pour se protéger contre les tremblements de terre, bien que Marie ne connaisse pas ce terme. Les deux s'assoient ensuite pour déjeuner. Marie est étonnée par la délicieuse nourriture de la boîte à déjeuner de Kazuhiro et commande son odeur et son goût agréable. Après avoir demandé le nom du plat, Kazuhiro lui explique que c'est un repas populaire appelé onari. Tout en appréciant la nourriture, Marie lui demande où il est né, et il répond qu'il vient du Japon, un pays insulaire. Kazuhiro et Marie poursuivent leur aventure, et Kazuhiro propose de lui apporter un déjeuner tous les jours si elle reste avec lui, ce qu'elle accepte. Ils entrent ensuite dans une grotte où ils rencontrent un monstre. Marie avertit Kazuhiro de rester à distance, car la créature pourrait être dangereuse. Cependant, Kazuhiro s'approche en courant et révèle que c'est en fait un de ses amis. Le monstre exprime une certaine envie en voyant que Kazuhiro a une si belle compagne, mais Kazuhiro s'en amuse, expliquant que c'est simplement parce qu'il apporte de la bonne nourriture. Marie, qui ne comprend pas la langue du monstre, est confuse, mais Kazuhiro peut communiquer avec lui car il est familier avec ce monde. Il explique que le monstre parlait de la saison des dragons et qu'il est impatient de trouver un œuf de dragon. Les deux aventuriers s'enfoncent plus profondément dans la grotte et tombent par hasard sur une zone sombre où un dragon repose. Incapable de voir dans l'obscurité, Kazuhiro commence à avoir des difficultés, mais Marie utilise sa magie pour lui donner la capacité de voir. En regardant, Kazuhiro se rend compte que la créature est un dragon archi, un être extrêmement dangereux. Marie l'avertit qu'ils doivent être prudents et éviter de s'approcher trop près. Dans un moment de tension, Kazuhiro et Marie se retrouvent piégés dans une grotte avec le dragon, après avoir tenté de s'échapper par une porte qui se referme soudainement sur eux. Le dragon se réveille et crache du feu vers eux, ce qui fait brièvement craindre à Kazuhiro pour sa vie, pensant qu'il pourrait mourir dans ce rêve. Le lendemain matin, Kazuhiro se réveille et trouve Marie dans son lit, surpris par sa présence. Lorsque Marie se réveille, Kazuhiro est embarrassé en réalisant qu'elle ne porte pas de vêtements. Elle se couvre rapidement avec une couverture en prenant conscience de la situation. Kazuhiro visite un magasin, et pendant que Kazuhiro choisit quelques articles, le personnel et les clients semblent le regarder avec méfiance. Ensuite, il rentre chez lui, où Marie admire la vue depuis le balcon. Elle demande à Kazuhiro où il se trouve, et il lui explique qu'ils sont au Japon, son pays natal. Marie est impressionnée par les grands bâtiments magnifiques et exprime son désir d'explorer davantage les environs. Kazuhiro propose alors qu'elle se prépare pour aller visiter la ville. Quand Marie remarque une grande tour, Kazuhiro lui dit qu'elle offre une belle vue, et il prévoit de s'y rendre plus tard. Marie enfile une robe qu'elle adore, et Kazuhiro, ravi de la voir ainsi, cherche des mots pour lui faire un compliment. Marie, qui n'est pas facilement offensée, l'assure qu'il peut dire ce qu'il veut. Kazuhiro lui dit alors qu'elle est magnifique dans cette robe, ce qui la rend heureuse et appréciée. Kazuhiro ajoute qu'elle semble encore plus belle dans ce monde que dans celui où il l'a vue auparavant. Marie est touchée par ces mots, se sentant joyeuse et excitée. Kazuhiro propose ensuite de sortir, mais il lui donne d'abord une casquette pour couvrir ses oreilles, expliquant que les fées n'existent pas dans ce monde. Marie, enthousiaste à l'idée d'explorer, lui assure qu'elle n'aura pas peur. Pendant leur trajet en voiture, Marie est nerveuse car c'est sa première fois dans un véhicule, mais elle est émerveillée par l'expérience.
Ils arrivent dans un restaurant, où Kazuhiro commande à manger. Pendant qu'ils attendent, ils discutent de leur situation, se demandant s'ils sont morts dans leur rêve à cause de l'attaque du dragon. Kazuhiro rassure Mari en disant qu'ils sont encore en vie, mais qu'ils n'en seront sûrs que lorsqu'ils s'endormiront de nouveau et retourneront dans le monde des rêves. Pour l'instant, il l'encourage à profiter du temps qu'ils ont dans ce monde, car cela pourrait être temporaire. Kazuhiro se remémore comment Mari s'est retrouvée dans son lit après l'attaque du dragon, supposant que le dragon pourrait être la raison de sa présence dans ce monde. Il suggère que s'ils dorment de nouveau, elle pourrait retourner dans son monde réel, et ensemble, ils pourraient vaincre le dragon une fois pour toutes. Kazuhiro partage également comment son mode de vie, vivant principalement la nuit, a ralenti sa croissance physique. Plus tard, leur nourriture arrive, et Mari est ravie de voir à quel point elle est appétissante. Kazuhiro l'encourage à manger, et elle apprécie énormément le repas, ce qui remonte son moral. Après avoir terminé leur repas, Mari commente joyeusement qu'elle n'a jamais goûté une telle nourriture auparavant. Ils se rendent ensuite dans un parc entouré de cerisiers en fleurs, et Mari est enchantée par leur beauté. Elle exprime à quel point elle aime cet endroit, et Kazuhiro lui explique que c'est la période idéale de l'année pour en profiter. Tandis qu'ils admirent la vue sur un lac paisible, Mari remarque à quel point il est magnifique. Kazuhiro lui souhaite alors chaleureusement la bienvenue au Japon, l'appelant mademoiselle, ce qui la fait se sentir spéciale. Tous deux profitent de ce moment avant de rentrer chez eux. Les deux passent la journée ensemble et, à la tombée de la nuit, admirent la beauté des cerisiers en fleurs. Mari, captivée par la vue, se demande comment serait son monde sans les monstres, ce à quoi Kazuhiro répond qu'un monde sans monstres ferait face à d'autres défis. Malgré cela, Kazuhiro commence à apprécier la beauté du monde d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Plus tard, Mari s'inquiète de ce qui pourrait se passer si elle ne parvient pas à retourner dans son propre monde. Kazuhiro la rassure en suggérant qu'ils pourraient explorer le Japon ensemble, visiter des sources chaudes, des châteaux et découvrir tout ce que le pays a à offrir. Mari trouve l'idée intéressante, mais Kazuhiro insiste sur l'importance de trouver un moyen de la ramener chez elle. De retour à la maison, Kazuhiro propose à Mari de prendre un bain et lui donne du savon en lui expliquant que cela lui procurera une agréable sensation. Mari, curieuse, apprécie le parfum plaisant du savon. Pendant que Kazuhiro prépare le dîner, il réfléchit à tout ce qu'il a appris sur Mari et à la manière dont leur lien s'est renforcé. De son côté, Mari, repensant aux paroles de Kazuhiro sur leur potentiel à vivre ensemble et explorer le Japon, rougit d'excitation. Après son bain, Mari est attirée par l'odeur délicieuse du repas que Kazuhiro est en train de cuisiner. Il lui annonce que le dîner est presque prêt et l'invite à s'asseoir à table. En voyant le repas, Mari est ravie, et en le goûtant, elle est émerveillée par sa saveur. Kazuhiro lui explique qu'il a préparé des escalopes avec des œufs, rien de très spécial, et qu'il reste des morceaux de poulet pour le lendemain. Mari, heureuse, savoure chaque bouchée du repas. Kazuhiro partage ensuite que, dans son monde, il ne peut emporter que des choses simples comme une boîte à lunch et de l'eau lorsqu'il voyage, rien de plus. Mari, intriguée, demande ce qu'il entend par rien de plus. Kazuhiro lui explique davantage, tout en lui montrant une lampe de poche. Il lui dit que, tandis qu'elle utilise la magie pour créer de la lumière, dans son monde, ils utilisent des torchets. Il mentionne également qu'il ne peut pas emporter son carnet avec lui. Mari suggère qu'une force supérieure pourrait contrôler ce qui peut entrer dans ce monde, ce qui les amène à spéculer sur la possibilité que l'arrivée de Kazuhiro dans ce monde ne soit pas due au hasard. Mari se demande si Kazuhiro a reçu une mission quelconque, mais Kazuhiro, plaisantant, parle d'une mission boîte à lunch. Bien que leur conversation plonge dans des idées mystérieuses, ils ne parviennent à aucune conclusion. Au lieu de cela, Kazuhiro se concentre sur la sécurité de Mari et sur son retour dans son monde d'origine. Il lui rappelle que lorsqu'elle est arrivée, elle était confuse et ne se souvenait de rien. Mari admet qu'elle était tellement bouleversée qu'elle a tout oublié. Ils discutent de leur retour imminent dans l'autre monde, où ils devront faire face à une situation dangereuse avec un dragon. Kazuhiro s'inquiète qu'une fois dans ce monde, ils puissent être piégés dans un cycle où le dragon les tue à chaque apparition. Mari avertit que le souffle du dragon est puissant et magique, rendant presque impossible sa défaite. Kazuhiro, cependant, préfère en apprendre davantage sur le dragon de manière plus personnelle plutôt que de se concentrer uniquement sur ses capacités de combat. Alors qu'ils se préparent à dormir, Mari, enthousiaste, mentionne qu'ils sont prêts à tenter de retourner dans l'autre monde. Elle invite Kazuhiro à s'allonger à côté d'elle, ce qui le met mal à l'aise, mais il finit par trouver le courage de la rejoindre. Elle lui demande avec espièglerie s'ils vont dormir ensemble, laissant Kazuhiro à la fois embarrassé et intrigué. En s'endormant, ils sont transportés de nouveau dans le monde des rêves, où ils font face à une menace inattendue du dragon. Kazuhiro demande à Mari de rester derrière lui et tente de raisonner le dragon, expliquant qu'ils n'ont aucune intention hostile. Il révèle également qu'il a amené Mari sans mauvaise intention. Tandis que Mari réfléchit à son passé, Kazuhiro théorise que le dragon pourrait protéger quelque chose ou quelqu'un et qu'ils doivent prouver qu'il ne représente aucun danger. Kazuhiro offre alors un verre au dragon en guise d'excuse, reconnaissant que ce n'est pas suffisant pour réparer un tort, mais que c'est un geste de paix. Le dragon,
qui s'avère être une femelle, est intriguée par l'approche de Kazuhiro et Mari. Elle est surprise que Kazuhiro comprenne la langue des dragons, connaisse ses préférences, et trouve fascinant qu'il soit indemne. Elle mentionne également qu'elle avait remarqué l'état de Kazuhiro la veille, ce qui suggère qu'elle est consciente de leur situation. En réponse à la question du dragon, Kazuhiro accepte de révéler le secret de sa guérison, espérant que cela convaincra le dragon de les laisser partir. Mari est soulagée et excitée en entendant qu'il pourrait être libéré. Soudain, une lumière apparaît, signalant un événement important. Le dragon découvre que Kazuhiro est arrivé d'un autre monde par le biais des rêves, et que Mari a également voyagé dans ce monde. Mari réfléchit à une phrase de Kazuhiro concernant son désir de voir ses œufs, laissant entrevoir le mystère et la connexion qui les unissent. Le dragon montre alors quelque chose à Kazuhiro et Mari, ce qui excite énormément cette dernière. L'environnement est particulièrement chaud, une condition idéale pour l'éclosion des œufs. Le dragon remarque une odeur étrange émanant de Kazuhiro, qu'il ne comprend pas immédiatement. Après un moment de confusion, Kazuhiro réalise que l'odeur pourrait venir de sa boîte à lunch et plaisante sur l'intérêt que cela suscite. Le dragon explique que parler sous cette forme est difficile pour elle et qu'elle ne peut pas boire correctement. Elle commence alors à lancer un sort magique, fascinant Mari, qui n'a jamais vu un dragon utiliser de magie. Mari commente la puissance des sorts de dragon par rapport à ceux des humains. Soudain, le dragon se transforme en une forme humaine, ce qui surprend Mari et lui fait penser que les légendes qu'elle a entendues pourraient être vraies. Sous cette nouvelle apparence, le dragon explique qu'elle n'a pas pris cette forme depuis longtemps et demande à Kazuhiro si elle semble étrange. Kazuhiro la rassure en disant qu'elle est magnifique. Le dragon demande ensuite la nourriture et la bouteille de Kazuhiro. Bien qu'hésitant, Kazuhiro offre finalement sa nourriture, incertain de la réaction du dragon. Le dragon insiste, expliquant qu'elle ne veut pas la manger mais seulement la tester. En échange, elle propose de donner à Kazuhiro une écaille magique capable d'améliorer considérablement ses capacités. Kazuhiro accepte, et le dragon savoure la nourriture avec enthousiasme. Elle goûte également une boisson qu'elle trouve délicieuse. Kazuhiro et Mari sont ravis de sa réaction positive. Le dragon, ravi d'avoir goûté quelque chose d'aussi bon, apprend que cette nourriture vient du monde de Kazuhiro et n'existe pas dans le leur. Elle avait initialement pensé qu'elle pourrait en trouver ici et avait même envisagé de conquérir un village pour cela. Cette révélation met Kazuhiro mal à l'aise, tandis que Mari se réjouit de la satisfaction du dragon. En échange de la nourriture, le dragon donne à Kazuhiro une pierre imbibée de son sang, un objet puissant et précieux. Quand Kazuhiro partage cette information avec Mari, elle se rend compte de l'importance de la pierre, et oblige Kazuhiro à l'échanger contre le repas. À la fin de leur rencontre, le dragon demande qu'il lui apporte encore plus de nourriture la prochaine fois. Kazuhiro est satisfait, mais Mari est perplexe quant à la raison pour laquelle le dragon leur a donné un objet aussi précieux en échange de nourriture. Mari parle des propriétés curatives du sang du dragon et à sa valeur inestimable. Bien que Kazuhiro suggère de le vendre à un prix élevé, Mari explique que cela soulèverait des questions sur son origine. Il apprend ensuite la chute d'une ancienne civilisation détruite après avoir tenté de voler des œufs de dragon. En représailles, le dragon avait ravagé la région, la rendant inhabitable. Après avoir survécu à cette rencontre, Kazuhiro se sent triste à l'idée que Mari ne l'accompagnera plus. Mais elle le rassure, affirmant qu'elle voyagera toujours avec lui. Elle exprime également son désir d'apprendre le japonais, ce qui rend Kazuhiro heureux. Après plusieurs jours, le protagoniste raconte que la vie aux côtés de l'elfe n'est pas si mauvaise. Il vient de rentrer du travail, et on peut voir l'elfe en train d'étudier le japonais grâce à un programme télévisé. Cependant, le protagoniste a encore du mal à s'habituer à l'idée de vivre avec un être inexistant dans ce monde, ce qui reste étrange pour lui. Il décide de préparer un repas avec de la viande hachée, profitant d'un bon prix. Alors qu'il cherche quelque chose dans le réfrigérateur, l'elfe le surprend en disant quelques phrases en japonais. Elle prend très au sérieux l'apprentissage de la langue et vise à la parler parfaitement en 2 mois, souhaitant l'étudier dans les 2 mondes. Plus tard, Mari est ravie du repas et de la boisson qu'il a préparé, impressionnée par la simplicité et l'aspect économique de la préparation. Alors que Kazuhiro fait la vaisselle, elle lui demande où se trouve le sang et l'écaille du dragon dans ce monde. Il répond qu'il n'en a aucune idée, mais qu'en revenant dans son monde, tout reste avec lui. Il suppose que lui et ses affaires deviennent invisibles pour éviter que quelqu'un ne les vole. L'elfe se demande s'il y a quelqu'un qui contrôle cette situation liée au rêve, et le protagoniste aimerait bien le savoir aussi. Mettant cette question de côté, il lui demande si elle veut faire quelque chose. Il souhaite l'emmener dans plusieurs endroits, mais Mari doit malheureusement travailler sur un rapport sur la magie ancienne et gérer une pile de tâches pour la guilde des mages. Le protagoniste comprend et, en parlant de magie ancienne, il lui demande si elle a déjà vu des pierres magiques. Mari répond que non, car elles ne sont qu'une légende. Cependant, en y réfléchissant, si les draconiens existent, peut-être que ces pierres sont réelles. Le protagoniste lui propose alors d'aller explorer une ancienne carrière de pierres magiques dont il a entendu parler. Mari accepte, mais insiste pour emporter plusieurs repas au cas où. Le soir, alors qu'ils se détendent, le protagoniste avoue qu'il s'endort plus facilement grâce à Mari. Il se souvient qu'elle veut apprendre le japonais en 2 mois,
ce qui pourrait correspondre au temps qu'ils passeront ensemble. Curieusement, il ne veut pas se séparer d'elle. Au réveil, dans l'autre monde, il se prépare à visiter les ruines du Ja. Marie trouve cela insensé, car elle se trouve dans un autre pays et un voyage en voiture prendrait au moins une semaine. Mais Kazuhiro lui explique que, grâce à sa capacité de téléportation, cela ne pose aucun problème. Il lui demande de s'accrocher fermement, et ils descendent dans un espace étrange. Il explique qu'il se trouve dans un monde situé à un niveau en dessous de l'autre. Cette capacité, appelée train, lui permet de se téléporter sur de longues distances rapidement, bien qu'elle soit rare et presque exclusivement réservée aux marchands. Pour l'obtenir, il faut inscrire son nom sur une statue du dieu des voyages et recevoir la permission de voyager une fois par jour. Il précise qu'il y a des limites, il ne peut pas se rendre dans des lieux dominés par des êtres puissants comme un dragon, ou transporter trop de poids. L'elfe réalise alors qu'il la porte dans ses bras depuis un moment et, gêné, lui demande de la poser. Le voyage dure environ 20 minutes. Le protagoniste lui demande de rester près de lui, ne sachant pas ce qui pourrait arriver s'ils se séparaient. Une fois arrivé, Kazuhiro dépose une fleur en offrande sur une statue. Après avoir marché un moment, ils atteignent les ruines du Ja. Kazuhiro explique que, par le passé, des pierres magiques y étaient extraites pour fabriquer des objets magiques, ce qui en avait fait un centre de population prospère. Une grande forteresse avait été construite pour la protection, mais lorsque les pierres magiques ont disparu, la région est tombée dans l'obscurité. Selon des rumeurs, certaines personnes disent ressentir la présence de pierres magiques en visitant l'endroit. Marie, accablée par la chaleur, a du mal à continuer. Elle ne voit que des pierres ordinaires, des ruines, du sable, et ressent une chaleur étouffante. Elle veut abandonner, mais Kazuhiro l'encourage en lui parlant d'un oasis plus loin. Elle décide de continuer, espérant que cela en vaille la peine. Kazuhiro remarque que la chaleur l'affecte beaucoup et se demande si elle pourrait supporter l'été japonais. En arrivant près d'une montagne, ils sont surpris de voir des bâtiments et des maisons, semblables à une ancienne mine. Marie lui demande s'il est sûr qu'il y a des pierres magiques dans ces ruines. Kazuhiro répond qu'il n'en est pas certain, mais qu'il a le pressentiment qu'ils trouveront quelque chose d'intéressant. Enfin, ils atteignent l'oasis, et Marie est ravie de la fraîcheur qu'elle y trouve. Après avoir pris un bon repas dans une ambiance fraîche et avec une vue magnifique, Marie retrouve le moral. Elle s'excuse pour son manque de tolérance face à la chaleur, qui est difficile à supporter pour elle, mais elle remercie Kazuhiro de lui avoir permis de profiter de ce moment exceptionnel. Curieuse, elle lui demande quelles autres compétences il possède en dehors de la téléportation. Kazuhiro lui propose de les lui montrer via son panneau de statut, à condition qu'elle lui montre aussi le sien. Marie accepte, mais insiste pour qu'il garde cela secret, car au sein de la guilde des mages, ils passent leur temps à se comparer et à établir des classements, ce qu'elle trouve agaçant. Lorsque Marie découvre le niveau de Kazuhiro, elle est stupéfaite, il est de niveau 72, un niveau qu'elle n'a jamais vu auparavant. Cependant, Kazuhiro minimise son niveau, expliquant qu'il préfère vivre tranquillement sans trop se soucier de cela. Marie justifie son propre niveau inférieur par le fait qu'elle consacre beaucoup de temps à l'étude de différentes magies, ce qui ralentit sa progression. Kazuhiro, loin de la critiquer, met en avant ses talents uniques, tels que sa précision, ses enchantements de haut niveau, et sa mémoire améliorée. Il souligne qu'il y a très peu de mages spirituels, ce qui montre à quel point Marie est douée dans son domaine. Quand Marie remarque la classe unique de Kazuhiro, l'âme illusionniste, elle avoue ne jamais en avoir entendu parler. Kazuhiro explique vaguement qu'il s'agit d'une capacité spéciale qui pourrait être perçue comme une forme de tricherie, sans trop entrer dans les détails. Marie en profite pour plaisanter sur son apparence fatiguée, suggérant que cela pourrait être lié à sa classe. Pendant ce temps, un groupe de bandits, cachés de l'autre côté d'une porte, complote contre eux. Ils ont remarqué la présence de Kazuhiro et Marie et espèrent que les monstres élimineront le duo à leur place. De retour à leur conversation, Kazuhiro demande à Marie les différences entre la magie spirituelle et la magie ordinaire. Marie explique que les mages ordinaires utilisent des baguettes pour canaliser leur magie, tandis que les mages spirituels, comme elle, concluent des pactes avec des esprits. Pour le démontrer, elle invoque un petit lézard de feu, montrant comment elle accumule et utilise la magie grâce à son lien avec les esprits. Alors qu'ils discutent, un monstre surgit de l'eau avec de mauvaises intentions. Kazuhiro, confiant, le neutralise d'un seul coup. Cependant, il reconnaît le monstre comme un Kupa, une créature aquatique redoutable, et avertit Marie de rester prudente. Bien qu'ils continuent de combattre, les bandits les observent et réalisent que Kazuhiro possède des trésors d'une grande valeur, ce qui les pousse à élaborer un plan pour les lui voler. La situation devient encore plus tendue lorsqu'un enfant mi-bête avec un catalyseur magique apparaît, déclenchant un tremblement de terre. Une créature gigantesque émerge soudainement, menaçant Kazuhiro et Marie. Coincé, Kazuhiro ne peut utiliser sa téléportation longue distance avant le lendemain. Face à cette menace, il envisage de se réveiller pour fuir ce cauchemar. Heureusement, ils parviennent à se réveiller sains et saufs dans le monde réel. Kazuhiro, persuadé qu'ils étaient surveillés depuis leur arrivée aux ruines, se remémore les présences ressenties durant le combat contre les Kupas. Il est convaincu que les bandits cherchent désormais à piller leur corps et leurs biens. Marie,
quant à elle, s'interroge sur l'enfant mi-bête, se demandant s'il faisait partie des bandits. Kazuhiro en doute, trouvant qu'il semblait plutôt effrayé. Pour l'instant, ils mettent ses préoccupations de côté. Comme c'est samedi, Kazuhiro décide de rester auprès de Mari pour l'aider à pratiquer le japonais. Dans la scène suivante, avec une atmosphère accueillante, nous voyons que Kazuhiro et Mari se promènent au Japon. Kazuhiro se sent chanceux de passer son premier week-end avec Mari, qui est arrivé au Japon il y a une semaine. Alors qu'il se balade, Mari joue avec un chat, et Kazuhiro l'observe avec joie. En admirant la rivière, Mari commente la douceur de son courant. Kazuhiro lui explique que tout est soigneusement entretenu pour éviter les inondations grâce au système de gestion des eaux en place. Bien que Mari puisse communiquer avec les esprits dans son propre monde, elle n'a pas encore établi cette connexion ici, faute de temps. Toutefois, elle est convaincue qu'avec le temps et en visitant régulièrement cet endroit, elle pourra finir par comprendre et interagir avec eux, comme avant. Il croise ensuite un chat, et Mari, intriguée, pose des questions à son sujet. Kazuhiro lui explique que ce chat est amical, mais qu'il vaut mieux le laisser venir de lui-même. Comme prévu, le chat s'approche d'elle, et Mari joue avec lui avec enthousiasme. En caressant l'animal, elle s'émerveille de la douceur de son pelage, ce qui amuse et attendrit Kazuhiro. Plus tard, Kazuhiro emmène Mari à la bibliothèque pour l'aider à en apprendre davantage sur le Japon. Impressionnée par l'espace propre et lumineux, Mari exprime son admiration. Cependant, lorsqu'il l'emmène dans la section jeunesse, elle se vexe légèrement, affirmant qu'elle n'est pas une enfant. Kazuhiro lui explique alors que son but est de lui donner goût à la lecture. Il lui tend un livre pour enfants aux couleurs vives et aux illustrations éclatantes. Enthousiasmée par les illustrations, Mari trouve les couleurs magnifiques et agréables à regarder. Elle tombe sur un livre qu'il lisait dans son enfance, racontant l'histoire d'un chat explorant divers endroits. Kazuhiro admet qu'il l'adorait autrefois, mais qu'il s'en est lassé à force de le relire. Toujours en apprentissage de la langue, Mari avoue qu'elle ne pourra pas encore le lire seule. Kazuhiro la rassure et lui propose de lui faire la lecture. Ravie, elle choisit le livre du chat et il se dirige vers le comptoir, où Kazuhiro croise une vieille connaissance, Ichigo, un employé à temps partiel de la bibliothèque. Ichigo demande qui est Mari, et Kazuhiro explique qu'elle vient de loin et qu'il lui fait découvrir la ville. Ne comprenant pas la conversation, Mari se tourne vers Kazuhiro, qui lui murmure une explication. Lorsqu'Ichigo l'appelle Mari-san, elle s'interroge sur ce suffixe. Kazuhiro lui explique que san est un titre honorifique utilisé au Japon pour montrer du respect, notamment envers les jolies jeunes filles. Mari, touchée, lui retourne le compliment, ce qui surprend Ichigo, car personne ne l'avait jamais traitée de belle, ce qui la rend si joyeuse, au point qu'elle ne sait où donner de la tête. Elle l'interroge sur leur relation, et Kazuhiro répond qu'ils sont simplement de bons amis, Mari étant en visite pour un moment. Ichigo remarque alors que leurs adresses sont identiques, signifiant qu'ils habitent le même immeuble. Mari, perplexe, demande des explications, et Kazuhiro lui confirme qu'ils sont voisins. Ichigo propose alors à Mari de devenir amie et l'inviter à déjeuner un jour. De retour chez Kazuhiro, il prépare des pancakes pour Mari. Pendant ce temps, elle remarque un lecteur CD et lui demande des précisions sur les images animées dont il lui avait parlé. Kazuhiro insère un disque et lui montre comment les images se succèdent pour donner l'illusion du mouvement. Mari est fascinée par ces images animées en couleur. Kazuhiro lui apporte ensuite les pancakes, qu'elle trouve délicieux. Pour instaurer une ambiance de cinéma, il ferme les rideaux afin de plonger la pièce dans l'obscurité. En regardant l'animation, ils aperçoivent des images d'une maison et d'un village. Mari demande si cet endroit est réel, et Kazuhiro confirme, ajoutant que son grand-père y vit. Intrigué, Mari rêve d'y aller un jour. Kazuhiro lui propose alors d'en parler à son grand-père pour organiser une visite le week-end suivant. Surprise par cette idée, Mari continue de profiter du film avec enthousiasme. À la fin, Kazuhiro lui demande son avis, et elle répond avec excitation qu'elle a adoré et veut en voir d'autres. Il lui assure qu'il existe de nombreux films similaires au Japon, ainsi que des jeux et des animes qui pourraient l'aider à se détendre. Il ajoute que ce n'est que le début. Alors qu'il s'apprête à préparer le dîner, Mari exprime son envie de revoir le film. Mais soudain, un tremblement de terre interrompt leur moment. La terre se met à trembler, et Kazuhiro vérifie sur son téléphone la magnitude du séisme. Paniqué, Mari se précipite vers lui et le serre dans ses bras. Pris au dépourvu, Kazuhiro lui fait remarquer, un peu gêné, qu'elle devrait au moins mettre des vêtements avant de sortir ainsi précipitamment. Réalisant soudain qu'elle est en tenue inappropriée, Mari rougit et retourne précipitamment dans sa chambre, embarrassée. Kazuhiro, amusé par la situation, s'excuse de ne pas l'avoir prévenu des tremblements de terre fréquents au Japon. Plus tard, Kazuhiro prépare un repas avec des épices indiennes et invite Mari à goûter. Ravie, elle complimente la saveur explosive du plat, la comparant aux épices des régions désertiques d'autres mondes. Cette discussion les ramène à leur situation actuelle, et Mari se souvient soudainement du monstre qu'ils avaient rencontré auparavant. Elle se demande s'ils retourneront dans cet endroit dangereux. Kazuhiro la rassure, expliquant qu'il pourrait y être renvoyé, mais qu'il ne s'inquiète pas outre mesure. Mari, cependant,
s'inquiète des risques qu'il court, même avec la possibilité de revenir en sécurité. Kazuhiro révèle alors qu'il possède une compétence spéciale lui permettant de parcourir de longues distances une fois par jour, ce qui pourrait leur offrir une échappatoire en cas de danger. Mari réalise que cette compétence est essentielle pour leur survie. Il repense aussi à l'enfant qu'ils avaient rencontré et soupçonne qu'il a été forcé de convoquer des monstres. Kazuhiro suppose que la clé du mystère réside dans le catalyseur magique que l'enfant tenait. Il exprime son désir d'aider cet enfant et propose d'élaborer un plan pour le libérer des bandits qui pourraient le retenir prisonnier. Avant d'agir, Mari se remémore une vieille légende affirmant que les races mi-bêtes sont particulièrement douées pour utiliser les pierres magiques. Elle n'a pas pu identifier clairement l'origine de l'enfant, mais il est possible qu'il en fasse partie. Kazuhiro complète sa réflexion, suggérant qu'il pourrait utiliser ses connaissances pour percer le mystère. La scène se termine dans leur chambre. Kazuhiro médite sur la façon dont ses soirées sont devenues plus agréables depuis l'arrivée de Mari. Il lit un livre emprunté à la bibliothèque tandis qu'elle s'endort paisiblement à ses côtés. Il songe que jusque-là, seul le monde des rêves l'avait réellement captivé. Même lorsqu'il vivait avec son grand-père, il ne prêtait pas grande attention au monde extérieur. Mais à présent, avec Mari à ses côtés, il sent que tout serait différent. La vue qu'il connaissait déjà prendrait un nouveau sens. Avant de s'endormir, il lui murmure doucement « On continuera l'histoire demain. Bonne nuit, Miss Elf. Maintenant, nous pouvons voir un peu du passé. » Le petit Furito, qui s'appelle Nuit, voit son grand-père lui montrer une pierre qui commence à briller. Celui-ci lui explique que, depuis des temps ancestraux, son espèce a le pouvoir de contrôler les pierres magiques. Parmi toutes celles qui existent, celle-ci est particulièrement spéciale. Nous revenons alors au présent, où le petit Nuit pleure, car il aimerait pouvoir être avec son grand-père. Pendant ce temps, le protagoniste veut commencer à mettre son plan à exécution, sauver l'enfant félin et expulser les bandits. Cependant, en cas d'échec, ils fuiront grâce au sort train du héros. Mari utilise une capacité de magie lumineuse qui lui permet de devenir invisible, et ils se promettent de se retrouver bientôt. Le protagoniste réfléchit à son plan, qui consiste à attirer les bandits vers eux pour pouvoir sauver Nuit. Si les bandits forcent le garçon à invoquer le monstre, Mari s'occupera de l'éloigner afin qu'il ne représente pas une menace pour Kazuhiro. Une fois que le héros trouve les bandits, il contacte l'elfe, qui lui annonce qu'elle a caché 10 lézards de feu dans le sable. Elle utilisera ces lézards pour attirer l'attention des bandits et les forcer à invoquer le monstre au plus vite. Dès que cela se produit, le protagoniste parvient à retrouver Nuit. Pendant ce temps, les lézards de feu jouent à une sorte de jeu de tap-taupe, surgissant constamment du sable pour attaquer les ennemis de différents angles et ainsi maintenir le monstre occupé. Le plus important est que Mari est en sécurité à un endroit sûr. Nuit ne comprend pas ce qui se passe et ne peut s'empêcher d'avoir peur. Il aimerait que quelqu'un vienne l'aider. Soudain, le protagoniste apparaît. Mais Nuit est terrifié, croyant qu'il est venu se venger. Avant de répondre, le héros vérifie que Nuit appartient bien à la race des félins et qu'il agit contre sa volonté. Kazuhiro le rassure immédiatement, lui demandant de ne pas avoir peur. Il lui assure qu'il ne lui fera aucun mal et qu'il souhaite simplement discuter. Nuit est surpris de voir que le héros parle la langue des mi-bêtes. Le protagoniste lui explique que c'est normal, car l'apprentissage des langues est l'une de ses passions. Nuit est choqué, mais Kazuhiro lui demande s'il est seul ou si d'autres ont été capturés avec lui. Nuit répond qu'il est le seul captif, car son espèce est très faible. Il explique qu'il vivait caché avec son grand-père pour éviter les dangers. Ce dernier lui disait toujours que si les humains les trouvaient, il leur ferait des choses terribles. Un jour, ces maudits humains sont apparus, et ce qu'il redoutait tant s'est produit. Kazuhiro est désolé pour lui. Il aimerait en parler davantage, mais ce n'est pas le moment. Il propose alors à Nuit de fuir avec lui immédiatement. Nuit ne comprend pas pourquoi le héros l'aide. Kazuhiro lui dit que ce n'est pas un problème et lui demande s'il ne lui fait pas confiance simplement parce qu'il est humain. Après un instant d'hésitation, Nuit accepte son aide et lui demande de l'emmener loin d'ici. Il déteste utiliser la pierre pour invoquer le monstre et attaquer les voyageurs. Kazuhiro accepte, mais à ce moment-là, il est attaqué par les bandits. Le chef des bandits semblait attendre son retour, pensant qu'il possédait une capacité de téléportation pour fuir avec l'elfe. Kazuhiro lui répond que ce n'est pas tout à fait ça, mais il le supplie de retirer les chaînes de l'enfant. Le bandit lui propose alors un marché, il le laisse partir avec Nuit, mais en échange, il veut sa bourse au trésor. Kazuhiro est surpris que l'homme sache pour sa bourse, ce qui signifie qu'il possède une capacité de détection. Mais il refuse de traiter avec des bandits. Il active alors sa compétence pour foncer à toute vitesse et couper la pierre qui retenait Nuit. Le chef des bandits prend cela très mal et décide de punir Kazuhiro de la pire manière possible pour qu'il regrette son acte. Le héros dit quelque chose à Nuit, puis, sans perdre de temps, il commence à donner une leçon à tous les bandits présents. L'un d'eux semble très résistant et l'affronte avec une armure en métal. Il a l'intention de jeter Kazuhiro dans le vide, mais, d'une manière ou d'une autre, ce dernier disparaît, laissant son adversaire tomber à sa place. Les bandits, ne sachant pas où est passé Kazuhiro, commencent à le chercher immédiatement. Pendant ce temps, le petit Nuit se cache et le protagoniste le félicite pour son excellent travail.
Nui ne comprend pas comment il a disparu ainsi. Kazuhiro lui explique qu'il a utilisé Phantom Illusion, une compétence qui lui permet de créer des copies illusoires de lui-même. Cela a du sens, car sa classe est littéralement épéiste illusoire. Nui n'a jamais entendu parler de cette classe. Kazuhiro explique qu'elle est considérée comme l'une des plus faibles, car elle est principalement spécialisée dans la fuite. Le petit Furito ne peut pas croire que Kazuhiro est faible. Mais le héros lui confirme que oui, car les monstres le battent régulièrement. Protéger les autres n'est pas son point fort. C'est pourquoi il lui demande encore une fois de bien se cacher pendant qu'il termine d'éliminer les ennemis. Le combat reprend et les bandits rencontrent de sérieux problèmes face à Kazuhiro. Ils essaient de l'attraper, mais n'y arrivent pas. Il gagne du temps et demande à Mari comment ça se passe de son côté. Elle lui annonce que le monstre a décidé de plonger à nouveau sous le sable, ce qui signifie que le plan fonctionne comme prévu. Kazuhiro annonce qu'ils devront bientôt se retrouver, mais il demande à Mari d'attendre un instant, car quelque chose l'inquiète encore. Il observe le chef des bandits, qui reste debout comme si de rien n'était. Derrière lui, 2 hommes le protègent. Kazuhiro ne comprend pas ce qu'il prépare, mais son intuition lui dit que quelque chose ne tourne pas rond. Soudain, il réalise que le bandit a repéré l'elfe caché. Il comprend alors qu'il utilisait une capacité de détection pour localiser Mari, ce qui explique son immobilité. Le chef donne l'ordre à ses hommes de capturer l'elfe, mais Kazuhiro intervient immédiatement pour l'empêcher. Furieux, le bandit attaque Kazuhiro avec une magie destructrice, ne se souciant même pas de blesser ses propres hommes. C'est à ce moment-là que notre héros comprend que cet homme n'est pas un simple bandit, mais un puissant mage prêt à tout pour parvenir à ses fins. Le mage affirme que, quoi qu'il arrive, il finira par attraper Kazuhiro, car il sait où il ira. Il devine que, fidèle à son bon cœur, il cherchera à protéger Nui. Kazuhiro active alors sa capacité pour fuir, et le mage comprend que son pouvoir a une limite de poids. S'il pouvait tout emporter avec lui, il aurait déjà sauvé Nui depuis longtemps. Le mage lui ordonne de lâcher son épée et de se rendre avant qu'il ne soit trop tard. Kazuhiro admet qu'il a raison, et laisse tomber son épée. Mais en faisant cela, il réduit son poids, attrape Nui et se téléporte aussi loin que possible. Ils finissent par tomber, mais heureusement, la présence du sable amortit leur chute. Alors qu'ils se préparent à fuir, le mage refuse de les laisser partir, à moins que le monstre ne réapparaisse pour les envoyer valser. Kazuhiro sait que cette fois, la menace est bien plus grande. S'il meurt, il se réveillera simplement au Japon. Mais Mari et Nui n'auront pas cette chance. C'est alors qu'un événement étrange se produit, le monstre n'attaque pas immédiatement. Au lieu de cela, il étend ses tentacules, comme s'il cherchait quelque chose. Nui pense qu'il pourrait être à la recherche de la pierre magique. Son grand-père lui avait expliqué que cette pierre était spéciale et qu'elle avait causé la destruction de leur village. En l'extrayant, une créature des profondeurs avait été réveillée, forçant leur peuple à fuir et à vivre cachés, à l'abri des humains et du monstre. Kazuhiro comprend alors que cette créature est en quête de la pierre depuis tout ce temps. Il dit à Nui qu'il lui laisse le choix et respectera sa décision. Le petit Furito s'excuse auprès du monstre de l'avoir invoqué à de nombreuses reprises. Il explique que ses ancêtres lui ont laissé cette pierre, mais qu'il est maintenant temps de la lui rendre. Le monstre attrape la pierre, pousse un cri strident, puis disparaît, ayant enfin trouvé ce qu'il cherchait. Le héros n'en revient pas. Tout semble enfin terminé. Mais alors, il découvre un escalier menant à un labyrinthe souterrain. Mari arrive à ce moment-là et, ne comprenant pas tout ce qui s'est passé, regarde vers le bas. Elle est émerveillée, jamais elle n'aurait imaginé qu'un tel endroit existait sous ces ruines. En voyant Nui, elle ne peut s'empêcher de l'étreindre avec enthousiasme, car elle adore les chats. Plus tard, dans la nuit, des hommes arrivent sur place. L'un d'eux informe Kazuhiro qu'ils s'occuperont d'arrêter les derniers bandits. Kazuhiro lui demande si Nui sera bien pris en charge. L'homme lui répond qu'ils auront besoin de lui si d'autres pierres magiques sont extraites. Le soldat remercie Kazuhiro pour ces informations, car ils avaient du mal à croire que cette histoire était vraie. Il est encore difficile d'imaginer qu'un gigantesque labyrinthe souterrain se trouve ici. Il faudra beaucoup de temps pour l'explorer. Cette découverte sera-t-elle bénéfique pour la nation, ou causera-t-elle une catastrophe? Kazuhiro partage cette incertitude, mais il ne peut s'empêcher d'être excité par l'aventure qui l'attend.